12 heures dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM au sommaire de ce journal. Après la reprise annoncée des cours le 25 juin prochain, le gouvernement fixe de nouvelles dates pour les examens. 20 août pour l'entrée en 6e et le CFE, 14 septembre pour le BFM. Le baccalauréat général est prévu le 2 septembre. Le calendrier scolaire sera réaménagé par décret. La nouvelle entrée scolaire 2020-2021 donc débutera dans la première semaine du mois de novembre. Et puis cette reprise ne sera pas d'une partie de plaisir selon le directeur exécutif de la COSIDEP, Cheikh Mbaw, que vous entendrez dans ce journal à Thiès. Parents d'élèves et acteurs émettent des craintes quant à la reprise des cours dans une semaine à Kolda. Et puis pas d'inquiétude à se faire selon le président du collectif des chefs d'établissement de Kolda. Pendant ce temps, l'épidémie de Covid-19 donc poursuit sa progression dans le pays. Le bilan macabre grimpe à 66 morts. 3 nouveaux décès ont été enregistrés hier, mercredi. 5475 cas diagnostiqués positifs selon le bilan annoncé ce jeudi par le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf. Nous allons également parler de ces militaires tués par une mine anti-char lundi dernier entre les localités de Djanong et de Missine, c'est à Ziguinchor. Le Centre national anti-mine du Sénégal regrette la mort des 3 soldats. Il y a eu des acquis dans le cadre du déminage selon donc le coordonnateur du centre, colonel Barham Thiam, que vous entendrez. Il sera l'invité de El Hadj Malick Ndiaye. Sur l'international Burundi, Évariste Ndayishimiye vient de prêter serment. C'est au Burundi et prend la tête du pays. La revue de presse d'Abs Hilmarwan va compléter cette édition d'information. Les détails c'est après ceci. Sud Midi. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. Après la reprise annoncée des cours le 25 juin prochain, le gouvernement fixe également de nouvelles dates pour les examens. 20 août pour l'entrée en 6e et le CFE, 14 septembre pour le BFM. Le baccalauréat général est prévu le 2 septembre. Le calendrier scolaire sera réaménagé par décret. La nouvelle année scolaire 2020-2021 débutera dans la première semaine du mois de novembre, nous dit Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale, que je vous propose d'écouter. Les ministères concernés ont pris les dispositions nécessaires pour reprendre les enseignements et apprentissages le 25 juin 2020. Terminale, 3e, CM2, les classes d'examen professionnels, en plus des élèves maîtres. Les examens sont prévus à partir du 20 août 2020. Pour le calendrier des examens, CFE est entré en 6e à partir du 20 août 2020. Pour le BFM, à partir du 14 septembre 2020. Les sessions de remplacement sont prévues à partir du 15 octobre. Pour le baccalauréat, l'anticipé de philo se déroulera le 12 août 2020. Le baccalauréat technique à partir du 31 août 2020 et le bac général à partir du 2 septembre 2020. Session de remplacement à partir du 12 octobre 2020. Pour l'ensemble des examens professionnels, CAP, BEP, BT, BTS, à partir du 3 août jusqu'au 30 septembre. Le calendrier scolaire sera donc réaménagé par décret pour intégrer la période d'examen prévue durant tout le mois de septembre et la nouvelle année scolaire 2020-2021 débutera alors dans la première semaine du mois de novembre 2020. Pour garantir le déroulement des enseignements et apprentissages dans des conditions optimales, il nous faut relever ensemble de nouveaux défis, dont la prise en charge sanitaire et l'appui psychosocial nécessaire des enseignants et élèves en cas de contamination. Deuxièmement, la prise en compte des risques d'inondation en cette période hivernale corrélée à l'existence d'abris provisoires dans certaines localités. 3. L'adaptation des contenus pédagogiques et des modalités d'organisation des examens et des concours. Et enfin, la continuité pédagogique pour les classes intermédiaires. Pour tous ces points évoqués ci-dessus, des propositions sont faites dans la note d'orientation additive finalisée qui sera mise à disposition des autorités administratives et académiques dès aujourd'hui.
À l'instant, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. Et puis pour les classes intermédiaires, les modalités de passage en classe intermédiaire donc vers la classe supérieure seront définies par le sous-comité pédagogique. Les propositions de passage seront donc faites avant le 31 juillet. La prochaine reprise des cours prévue le 25 prochain ne sera pas une partie de plaisir pour l'État qui en a décidé ainsi. La coalition des organisations pour la défense de l'éducation publique alerte. La COSYDEP appelle l'État à tirer les leçons de la reprise avortée du 2 juin dernier, mais aussi et surtout à bien prendre la problématique de l'hivernage. L'adhésion de tous les acteurs est souhaitée pour une bonne reprise précise. En tout cas, la COSYDEP, Cheikh Mbaw, le directeur exécutif que nous écoutons avec Mame Diarra Da Silva. Nous sommes à une semaine de cette date. Il faut dire qu'après la reprise avortée du 2 juin, nous avions été effectivement consultés par le ministre de l'Éducation nationale et nous avions insisté sur des aspects à prendre en compte avant tout autre scénario. Il s'agissait selon nous d'établir d'abord un bilan exhaustif de tout le processus antérieur en termes de mise à disposition des matériels de protection, d'environnement qui devrait être mis assaini et de tirer les leçons aussi. Nous pensions aussi en deux qu'il fallait faire preuve à la fois de détermination et de réalisme. Détermination à poursuivre la mise en œuvre du protocole sanitaire, mais réalisme aussi pour considérer que l'état du réseau scolaire constitue une difficulté objective de par la vétusté des infrastructures, l'inaccessibilité aussi de plusieurs localités. Et donc c'est des conditions qu'aucun scénario ne devrait ignorer. Nous pensions aussi qu'il fallait accorder une attention à l'inclusion face aux spécificités des zones et aux élèves des classes intermédiaires. À présent, nous reconnaissons évidemment que les décisions relatives aux classes scolaires reviennent au gouvernement. En tant qu'organisation de la société civile, nous pensons avoir suffisamment alerté et proposé. Et à présent, nous sommes prêts évidemment à accompagner le secteur autant que faire se peut. Donc au total, nous considérons encore une fois qu'il nous faudrait nous acheminer, si nous voulons réussir tout scénario, à faire en sorte qu'il y ait une adhésion totale de tous les acteurs. Aujourd'hui, la question sanitaire qui avait été fortement posée, suite évidemment à tout ce dispositif d'allègement des mesures, nous considérons qu'il y a une nouvelle condition qui s'impose à nous, qui est la problématique de l'hivernage, et espérons que certainement le gouvernement devrait travailler à avoir des réponses appropriées. À Thiès, parents d'élèves et acteurs émettent des craintes quant à la reprise des cours dans une semaine. Le dispositif n'est pas au complet, les mesures barrières loin d'être respecté, nous dit Babacar Ndaw. À Thiès, l'annonce de la nouvelle reprise des enseignements apprentissages le 25 juin prochain installe des craintes chez les parents. Pour le président de la coordination régionale des parents d'élèves affiliés à l'UNAPES, sa seule préoccupation reste le respect du protocole sanitaire. Massar Talla Diop. Les cours vont reprendre le 25. Ok, nous sommes d'accord. Mais est-ce que les mesures barrières seront respectées? Est-ce que les écoles seront encore désinfectées? Est-ce qu'il y aura assez de thermoflash? Est-ce qu'il y aura la possibilité de garder la distanciation sociale? Tout ça, c'est des problèmes qu'il faut revoir avant le 25. Puisque lors de la première décision de reprendre les cours, toutes les écoles n'avaient pas reçu le matériel qu'il fallait pour reprendre les cours. Nous, parents d'élèves, nous nous soucions de la santé de nos enfants. Nous voyons que la maladie progresse à pas de géant dans le pays. Les morts s'accumulent de jour en jour. Donc, la maladie est toujours là. Donc, il nous faudrait prendre toutes les dispositions afin de préserver nos enfants de cette maladie. Le médiateur Modou Thiam, lui, se veut pessimiste quant au nouvel échec de la reprise pour les raisons suivantes. Ouvrir le 25, quelques semaines après, on sera obligé d'aller faire la tabac. Ça, c'est des perturbations. Il faut être visionnaire. C'est pourquoi je vais préconiser d'amener la reprise jusqu'au mois de septembre. Là, il n'y aura aucune perturbation. Autre chose, entre-temps, préparer les établissements pour qu'ils puissent également répondre aux normes sanitaires édictées dans le protocole sanitaire. Si nous y ajoutons tout simplement les pénuries d'eau notées ça et là, vous conviendrez avec moi qu'il sera très difficile d'organiser des reprises pour le 25. Aujourd'hui, les populations vivent des calvaires par rapport au manque d'eau. Donc, pour moi, c'est toujours précipité et ça risque d'avoir d'autres avortements. À Thiès n'a reçu que 3,3 mm le week-end dernier. Le maire de la ville a réceptionné sa commande de 250 000 masques, ajoutée aux 50 000 du conseil départemental confectionné par le tailleur de Thiès. Est-ce suffisant pour respecter le protocole sanitaire pour assurer une bonne reprise le 25 juin prochain? Babacar Ndaw, Thiès Sud FM.
Babacar Ndao à Kolda, la reprise des cours prévue le 25 prochain va bien se passer. Parents, élèves et professeurs n'ont pas d'inquiétude à se faire, rassure en tout cas le président du collectif des chefs d'établissement scolaire. Selon Oumar Aou, toutes les écoles ont déjà été désinfectées pour celles occupées par des sinistrés. Des solutions seront trouvées. Oumar Aou, président du collectif des chefs d'établissement scolaire de la région de Kolda, joint par Mamtiara da Silva. L'état des lieux, je ne pense pas qu'il y ait de problème, en tout cas sur le plan infrastructurel. Comme le 2 déjà, les écoles ont été désinfectées, donc les professeurs étaient là. N'eût été la renonciation de l'État, on aurait pu effectivement démarrer au niveau de Kolda. Puisque, quoi qu'on dise, il y a eu quand même un rush du côté des enseignants, mais aussi du côté des élèves. Les gens étaient prêts vraiment à reprendre. Alors maintenant, sur le plan des kits sanitaires et autres, on a reçu un lot qui nous permettait effectivement de démarrer, tout en espérant avoir une rallonge, n'est-ce pas, pour continuer. Donc aujourd'hui, dans la région, puisque je viens de décrocher avec certains collègues de l'intérieur, notamment de Vélingara, n'est-ce pas, les conditions, n'est-ce pas, ne sont pas alarmantes. On peut effectivement démarrer. Alors, monsieur Aou, il y a certaines écoles où il y a des sinistrés, comme à Saringay. Comment ça va se passer pour la reprise le 25? Oui, vous savez que à ce niveau, il est rare d'avoir une école totalement en abri provisoire. Ça existe, d'accord. Mais là où ça existe aussi, il y a une école élémentaire où les gens peuvent trouver effectivement des solutions internes pour sauver la situation. Par exemple, les problèmes ont été posés une fois en Réunion. Il y a des écoles qu'on connaît qui sont en abri provisoire. Mais effectivement, l'autorité nous a dit, à côté, il y a l'école élémentaire qui généralement n'a qu'une seule classe de 3e et de CM2. Donc, on peut effectivement, en rapport avec les directeurs d'école, voir comment effectivement gérer cette situation-là. Donc la reprise des enseignements apprentissages prévue le 25 juin prochain, une reprise dans un contexte de crise sanitaire. La crise sanitaire justement, c'est l'épidémie de Covid-19. Le bilan macabre grimpe à 76 morts. 3 nouveaux décès ont été enregistrés hier mercredi. 5475 cas sont diagnostiqués positifs dans le pays. 1682 sont encore sous traitement. Le point du jour avec le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques sur 1406 tests réalisés. 106 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,53%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 93 cas contacts suivis par nos services, 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Touba 4, Rufisque 2, Mbao 1, Guédiawaye 1, Liberté 6 1, Grand Yoff 1, Yarax 1, Cambérène 1 et enfin Kaolack 1. 110 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures de santé ce mercredi 17 juin 2020. À ce jour, 5475 cas ont été déclarés positifs, dont 3716 guéris, 76 décédés et donc 1682 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Le coronavirus qui plombe les affaires des gérants de petits commerces installés aux alentours de l'hôpital Fann, l'établissement disposant d'un centre de traitement de Covid-19, ce qui a poussé beaucoup de gens à fuir les lieux
Du fait de la faible fréquentation des patients, des commerçants ont tout bonnement fermé boutique faute de bon rendement. Adjifatou Bari. À l'entrée du centre hospitalier national universitaire de Fann, c'est le défilé habituel des patients et accompagnants à pied ou en voiture. Des entrées minutieusement contrôlées alors que dans le sens inverse, les sorties le sont moins. Cette dame vient de sortir de son rendez-vous médical et son premier réflexe est de se trouver à manger. Son unique refuge est la tente de ce vendeur ambulant de café avec seulement un parapluie pour se protéger des rayons solaires. Au menu pour le petit déjeuner, cette dame va juste se contenter d'une tasse de café et de bonbons. Un luxe puisque c'est l'un des rares commerces encore ouverts. Quasiment toutes les boutiques installées à l'entrée ou aux environs de l'hôpital ont aujourd'hui baissé rideau, ce qui s'explique par la peur du coronavirus, nous dit le vendeur de café. Là, on n'a plus beaucoup de clients puisque les gens fuient l'hôpital par peur du coronavirus. En fait, l'hôpital Fann dispose en son sein d'un centre de traitement Covid-19. C'est d'ailleurs là où ont été internés les premiers malades Covid. Mais 3 mois après l'apparition du coronavirus dans le pays, le calvaire se poursuit pour ces taximans qui eux aussi guettent désespérément l'arrivée de clients. Parce que les clients se font rares, voire très rares, ces chauffeurs de taxi ont garé leur véhicule en file indienne et profitent de leur temps libre devenu trop long pour se lamenter sur leur sort. C'est très difficile pour nous, mais on gère avec. La crainte du coronavirus aurait poussé beaucoup de gens à cesser de fréquenter les établissements hospitaliers, aux grandes dames des tenants de petits commerces installés dans les environs de ces établissements, qui ont pour beaucoup décidé de fermer boutique parce que ne faisant plus de bonnes affaires. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est aussi ces militaires tués par une mine anti-char lundi dernier entre les localités de Diagnon et de Mbissine, c'est à Ziguinchor. Le Centre national anti-mine du Sénégal regrette la mort des 3 soldats. Il y a eu des acquis dans le cadre du déminage. Le centre a déjà déminé une superficie de 1 900 000 m² sur plus de 3 millions de m² ciblés. Selon son coordonnateur, le travail va se poursuivre pour faciliter le retour des populations. Colonel Barham Thiam, coordonnateur du Centre national anti-mine du Sénégal, s'entretient ici avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous, notre souhait, c'était de ne plus voir d'accidents par mine, n'est-ce pas? On a déjà eu des acquis, c'est certain, sur plus de 3 millions de mètres carrés qu'on avait ciblés. Le 1 900 000 est déjà fait. Donc, l'accident a eu lieu malheureusement dans les zones que nous n'avons pas encore visitées. Alors, donc, nous regrettons cet accident. Mais ça arrivera tant que des zones seront suspectées minées. Ça arrivera tant que pas arriver sur place pour nettoyer et restituer les terres aux populations. Aujourd'hui, avec le retour des populations, n'est-il pas urgent de déminer toutes ces zones infestées? Oui, c'est ça notre ambition, d'aller en précurseur, de nettoyer toutes ces zones-là avant même l'arrivée des populations. Alors, mais vous imaginez, les populations sont pressées de rentrer au bercail. Ils ont quitté leur terroir depuis plus de 3 décennies pour certains. Et il y a des terres cultivables qu'ils ont abandonnées, tout ça. Il y a les fermes, les vergers, tout ça, la maison qu'ils ont abandonnée. Aujourd'hui, avec cette dynamique de paix, tout le monde est enclin à y aller comme ça. Mais notre souhait, nous, c'était de pouvoir les précéder à là, nettoyer tout ça, s'assurer que les mines, les restes explosifs de guerre ont été bien nettoyés. Et puis, voilà, restituer ces terres-là qu'on a traitées à ces populations. Après quoi seulement avoir le retour. Mais la tendance est un peu inversée là. À l'instant, colonel Barham Thiam, coordonnateur du Centre national anti-mine du Sénégal, il sera l'invité de la rédaction. Placement sous administration provisoire d'une durée d'une année de l'ASBEF, la satisfaction est totale chez les volontaires de l'Association sénégalaise pour le bien-être familial qui ont mené un bras de fer contre la directrice Mariam Makeba Mingou.
Depuis membre volontaire de l'ASBEF, joint par Rapseli Manouane. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui sont mobilisés avec nous, les membres du comité de gestion, et qui ont cru à la justesse de nos combats pour essayer de mettre fin à la situation qui prévalait au niveau de l'ASBEF. Parce que ça fait maintenant presque un an que l'ASBEF traverse une crise institutionnelle liée au fait qu'il y avait une présidente, Adjaratou Khadinda aussi, qui avait été élue frauduleusement avec la complicité de la directrice exécutive, à savoir Madame Myriam Makeba Mingou. Donc, après un an pratiquement de bataille judiciaire, donc la justice avait déjà inculpé les personnes indiquées et ensuite le juge a rendu son verdict hier pour placer l'ASBEF sous administration provisoire sur une période d'1 an. Je pense qu'en mettant fin à cette situation un peu délicate, surtout pour la santé de la mère et de l'enfant, vous comprenez la satisfaction que nous pouvons avoir aujourd'hui, qu'enfin justice soit rendue dans le sens de ce que nous souhaitons faire, c'est-à-dire rétablir l'autorité de l'ASBEF et son ancrage vraiment au profit des populations. Encore une fois, l'ASBEF, qui est une vieille organisation, constitue aujourd'hui un patrimoine qui participe dans une certaine mesure à la politique de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. C'est dans ce sens que nous pensons aujourd'hui, donc la bataille qui devait être menée a été menée sur des bases légales, et de ce point de vue, que la justice soit rendue, pour nous, c'est un sentiment de satisfaction personnelle. Mais ce que nous avons pu constater par ailleurs, c'est que malgré la décision de la justice, la dame Myriam Makeba Mingou continue à défier. C'est-à-dire, au jour où je vous parle là, Madame Myriam Mingou est toujours installée dans son bureau. Donc, en plaçant également des nervis au niveau de l'ASBEF pour empêcher l'exécution de la décision de justice. Parlons tourisme, lancement hier mercredi de la campagne Tamu Sénégal, une plateforme mise sur pied par l'ASPT pour stimuler la demande interne comme premier levier du redressement du secteur touristique fortement affecté par la pandémie de Covid-19. Les entreprises, ONG et autres institutions basées au Sénégal sont invitées à participer à cette opération. Avec ce projet, c'est pas moins de 3,5 milliards de francs CFA qui seront réinjectés dans le marché touristique national. À Saint-Louis, la nouvelle initiative Tamu Sénégal du gouvernement est bien accueillie chez les artisans du village artisanal, mais certains guides touristiques n'y croient pas trop. Selon ces derniers, de telles initiatives ont été souvent créées mais n'ont jamais abouti. Chez les détails avec Yves Tendeng. Les réactions sont nombreuses et variées chez les acteurs du tourisme ici à Saint-Louis en ce qui concerne la nouvelle initiative mise en place par le gouvernement et qui consiste à promouvoir les 10 secteurs dans le pays. Pour la présidente de l'association pour la promotion de l'artisanat d'art de Saint-Louis, basée au niveau du village artisanal, cette initiative dénommée Tamu Sénégal arrive à point nommé. Aminata Diop Sakho. C'est quelque chose qu'il devait faire depuis belle lurette. En tant que gouvernement, en tant qu'État, devait prendre cette initiative depuis belle lurette. Ça arrive à son heure. On salue vraiment cette idée. À ce que j'ai compris, c'est pour vendre la plateforme Sénégal. Donc, là, ils ne seront pas dessus parce que là, la bravoure y est. On va vendre et la culture. On va montrer notre culture. On va montrer la bravoure de nos braves artisans. Ils ne seront pas dessus. À travers des chefs-d'œuvre, on pourra lire beaucoup de choses à travers nos chefs-d'œuvre. Ils pourront de loin lire beaucoup de choses. Mais pour Abdoulaye Wade du syndicat d'initiative de Saint-Louis, par ailleurs guide ami du patrimoine, cette initiative Tamu Sénégal n'est que théorie. C'est pas quelque chose de nouveau, cette initiative. On l'avait dit théoriquement il y a quelques années pour faire sortir les Sénégalais de leur domicile et qu'ils aillent vers les hôtels, vers les sites touristiques, pour pouvoir avoir une idée de culture de tourisme. Mais ça ne peut pas marcher si l'on sait que les hôteliers n'acceptent pas de réduire les nuitées pour des Sénégalais qui le plus souvent font des marchandages de prix. Ensuite, depuis 5 ans, on a augmenté les entrées dans les parcs et on sait que dans les parcs pratiquement il n'y a rien. Et l'homme de proposer aujourd'hui ces solutions pour le développement de son secteur, qui est le tourisme. Il faut revoir ces taxes, ces impôts à la baisse, et puis essayer de réanimer les sites d'accueil. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde.
Sud International. En Mauritanie, 2500 enseignants du secteur privé tirent la sonnette d'alarme. Ils affirment ne pas avoir touché de salaire depuis le mois de février de cette année 2020. Les écoles sont fermées depuis le 10 mars. Dans le cadre des mesures pour lutter contre le nouveau coronavirus, les enseignants du secteur privé n'ont toujours rien reçu, affirme le syndicat de ce secteur. Au Burundi, Évariste Ndayishimiye vient de prêter serment et prend la tête de l'État pour un mandat de 7 ans. C'est au stade de Gitega que le nouveau président burundais a prêté serment conformément à l'article 107 de la Constitution. Debout, les drapeaux national et de l'unité nationale dans la main gauche, la droite levée. En Afghanistan, au moins 7 adolescents tués après l'explosion d'un obus dans une école coranique. L'explosion a été causée donc par un obus de mortier qui d'une manière ou d'une autre avait été transporté à l'intérieur d'une madrasa du district d'Ish-Kamish, a déclaré Khalil Assir, le porte-parole de la police de la province de Tahar, c'est dans le nord du pays. À présent, l'invité de la rédaction. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du colonel Barham Thiam, coordonnateur du Centre national anti-mine du Sénégal, le Centre national anti-mine qui regrette la mort des 3 soldats, des militaires tués par une mine anti-char lundi dernier entre les localités de Diagnon et de Missine, c'est à Ziguinchor. Il y a eu des acquis dans le cadre du déminage. Le centre a déjà déminé une superficie de 1 900 000 m² sur plus de 3 millions de m² ciblés. Selon son coordonnateur, colonel Barham Thiam, il s'entretient ici avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec le colonel Barham Thiam. Bonjour. Bonjour, monsieur le signal. Vous êtes le coordonnateur du Centre national anti-mine du Sénégal. Alors, depuis quelques jours, on assiste à une recrudescence des accidents par mine, des mines qui ont fait des morts. Dites-nous, mon colonel, qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation? Non, c'est une vieille affaire. Hein. La crise casamançaise a vu l'arrivée des mines antipersonnelles sur le théâtre des opérations, notamment les régions sud de Casamance, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, des mines antipersonnelles. Ces mines antipersonnelles sont arrivées donc sur ce théâtre-là depuis le début des années 1994-95. Donc, qu'il y ait des accidents par mine, c'est pas une surprise. L'État a mis en place des moyens pour les éradiquer, notamment par la création du Centre national d'action anti-mine, que je l'ai dirigé, et l'adhésion à la Convention dite d'Ottawa, qui traite des mines antipersonnelles à travers le monde. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une recrudescence, comme vous pouvez l'appeler, mais par rapport au nombre de victimes qu'on a connues avant, des années 95 à nos jours, on peut dire que le chiffre est moins élevé qu'avant, en termes d'accidents par mine, quoi, je veux dire. Justement, on croyait que le problème était derrière nous. Négatif, puisque les mines antipersonnelles ont cette caractéristique d'être plus dangereuses quand la paix est relative, quand le calme est plat. Parce que les mines sont des soldats qui sont très disciplinés, qui peuvent rester là depuis des années. Rappelez-vous que les guerres mondiales ont vu des mines semées partout, notamment dans les pays européens, etc., et l'Afrique du Nord. Et ces mines-là, encore, sont en train de faire des dégâts. Vous voyez, les mines, donc, sont plus dangereuses quand le calme est plat, quand tout est relativement apaisé. C'est en ce moment qu'elles sont dangereuses. Puisque l'homme a tendance à tout oublier, à dire qu'avec la paix, tout est permis, alors qu'il y a des zones inaccessibles qui ne sont pas autorisées parce qu'il y a des mines qui sont là tapis et qu'on ne peut pas déceler tant que malheureusement, c'est pas enlevé ou malheureusement, il n'y a pas d'accident. Alors, est-ce que cette situation ne remet pas en cause tout le travail que vous aviez fait en amont? Oui, évidemment, notre souhait, c'était de ne plus voir d'accidents par mine, n'est-ce pas? On a déjà eu des acquis, c'est certain, sur plus de 3 millions de mètres carrés qu'on avait ciblés. Le 1 900 000 est déjà fait. Donc, l'accident a eu lieu malheureusement dans les zones que nous n'avons pas encore visitées. Alors, donc, nous regrettons cet accident, mais ça arrivera tant que des zones seront suspectées minées. Ça arrivera tant que pas arriver sur place pour nettoyer et restituer les terres aux populations. Aujourd'hui, avec le retour des populations, n'est-il pas urgent de déminer toutes ces zones infestées? Oui, c'est ça notre ambition.
d'aller en précurseur, de nettoyer toutes ces zones-là avant même l'arrivée des populations. Alors, mais vous imaginez, les populations sont pressées de rentrer au bercail. Ils ont quitté leur terroir depuis plus de 3 décennies pour certains. Et il y a des terres cultivables qu'ils ont abandonnées, tout ça. Il y a les fermes, les vergers, tout ça, la maison qu'ils ont abandonnée. Aujourd'hui, avec cette dynamique de paix, tout le monde est enclin à y aller comme ça. Mais notre souhait, nous, c'était de pouvoir les précéder à là, nettoyer tout ça, s'assurer que les mines, les restes explosifs de guerre ont été bien nettoyés. Et puis, voilà, restituer ces terres-là qu'on a traitées à ces populations. Après quoi seulement avoir le retour. Mais la tendance est un peu inversée là. Où en êtes-vous avec le processus de déménage quand on sait que des opérateurs comme Mikem avaient quitté la région sud? Mikem était un opérateur sud-africain, c'est une compagnie privée. Et elle était là pour travailler et cette compagnie était là à côté d'une autre compagnie norvégienne, Norwegian People's Aid, NPA, et Handicap International, qui s'appelle maintenant Humanité Inclusion. Ces 3 compagnies étaient là, accréditées par le CNAMS, que j'ai l'honneur de diriger. Et puis, elles travaillaient sous la direction du CNAMS. Alors, Mekem est parti en 2014. Elle a été suivie par le Norvégien People's Aid, NPA. Aujourd'hui, il ne nous reste que HI sur le terrain. C'est une compagnie HI qui a toutes les performances, toutes les qualifications requises pour faire du travail humanitaire. À elle seule, elle fait de bons résultats sur le terrain. Donc, sur ce plan, on n'a pas de souci majeur. Évidemment, nous sommes en train de conclure un accord avec notre compagnie britannique, Mind Advisory Group, qui devrait venir incessamment, pas pour se substituer à Handicap, mais pour un peu venir en appoint à ce que Handicap est en train de faire sur le terrain. Avec son arrivée, on va accroître les performances et puis aller plus vite puisque il est temps quand même de nettoyer tout ça et vraiment d'assurer la sécurité des populations, notamment. Barham Cham, je vous remercie. Je vous en prie, M. Lier. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Centre national anti-mine du Sénégal. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. L'on nam ci tube orange wala tube télécom, fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi, amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix, toppatoo la, xool say bëgg-bëgg, gunge la, jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jóg. Dañuy fexe client bi bëgg lool, di kontaan lool, lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC, ña nga ca domaine industriel de Diamniadio, le numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15.
CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Hapsa Eliman Wan. Bonjour. Pénurie d'eau, l'État en rade, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que l'eau est devenue presque introuvable dans plusieurs quartiers de Dakar et de sa banlieue, et ce, depuis plusieurs semaines. Cette situation est déjà vécue par plusieurs ménages, souligne le confrère de l'avenue Bourguiba. Ménages sénégalais qui attendaient de leur État une solution définitive. Mais depuis 7 ans, les gouvernants affichent leur impuissance. Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue hier, le président de la République a rappelé au ministre de l'eau et de l'assainissement l'impératif de mobiliser l'expertise technique et les ressources financières requises afin d'assurer le fonctionnement optimal des infrastructures hydrauliques implantées sur l'ensemble du territoire national. D'après Sud Quotidien, l'évidence titre ce matin sur pénurie d'eau à Dakar, Macky tire les oreilles du ministre. En effet, depuis des jours, les habitants de la capitale sénégalaise sont privés du liquide précieux, en plus d'être sous la hantise du coronavirus qui fait des ravages sous nos cieux. Justement, parlons de la maladie à coronavirus avec Libération. Le bilan grimpe à 73 morts. 13 décès ont été enregistrés au Sénégal en l'espace de 3 jours. Et la liste macabre des victimes du coronavirus s'est encore allongée. Le confrère rappelle que lors de son point journalier, le département de la santé a également révélé 122 nouveaux cas positifs au coronavirus. Le Soleil d'ajouter que les nouveaux tests ont repassé hier encore la barre des 100 cas. L'augmentation des contaminations et des décès de ces derniers jours se justifie par le non-respect des gestes ou des mesures barrières édictées par des autorités sanitaires. D'après Le Soleil, les infections risquent d'exploser dans les prochains jours si les populations ne se ressaisissent pas. Le Soleil affiche sommet extraordinaire virtuel sur la solidarité contre la Covid-19, l'Afrique et la Chine solidaires. Le confrère informe que le président Macky Sall plaide pour un allègement conséquent de la dette publique. Il a pris part au sommet extraordinaire virtuel Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19 auquel ont participé, outre le président chinois, des chefs d'État africains, le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine et le directeur général de l'OMS. Année scolaire 2019-2020, la reprise des cours est fixée au 25 juin d'après l'info qui donne la nouvelle. En effet, le ministre de l'Éducation nationale a fait une communication dans laquelle il a proposé la reprise des cours pour les classes d'examen le 25 juin 2020 et a fait un appel à une mobilisation des acteurs, des partenaires, des collectivités territoriales, de la société civile, des syndicats, des enseignants et des élèves. Et cette proposition a été adoptée par le Conseil, informe le communiqué du Conseil des ministres. Parlons toujours de l'ouverture des classes le 25 juin avec les Échos qui donnent la parole à Dame Mbodj qui parle de capitulation et révèle que le président et le gouvernement ont cédé à la pression de l'oligarchie du privé. Ils ont décidé tout simplement de faire sauter de classe les élèves et d'organiser un bac au rabais. Dame Mbodj de conclure par « On va sacrifier les élèves ». Ouverture des classes France le 22 juin, Sénégal le 25 juin. Ce qui pousse Tribune à titrer sur « Macky macronise ses décisions ». Coïncidence ou mimétisme, les décisions se suivent et se ressemblent. Constate Tribune. Déconfinement, assouplissement et la même rhétorique. Là s'intéresse ce matin au morcellement de la forêt classée de Mbao. Abdou Karim Sall et Timbo au banc des accusés. Les délégués de quartier réclament un cimetière et les jeunes de Mbao accusent le ministre de l'Environnement de vouloir offrir 10 hectares au maire de Pikine. Et las de revenir sur la réponse de la cellule de com. Je cite, Abdou Karim Sall n'a rien à voir avec ça. Fin de citation. Réumi Quotidien nous parle de l'audition de Mansour Faye et Diouf Sarr, Aïda Mbodj menacés de mort. Cette information, la quasi-totalité des quotidiens parus ce jour l'ont relayée. La Lionne du Baol est menacée par un inconnu d'après Tribune. Avant-hier, la députée Aïda Mbodj a déposé sur la table de Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, une question d'actualité pour faire la lumière et toute la lumière sur l'utilisation des enveloppes de 64 et 69 milliards de francs CFA destinés respectivement au secteur de la santé et à l'aide alimentaire. Après avoir reçu cet appel de la part d'un inconnu qui a proféré des menaces contre sa personne, Aïda Mbodj déclare avoir informé le ministre de l'Intérieur sur cette question. Procès Lamine Diack, le procureur requiert 4 ans de prison et 328 millions CFA d'amende, d'après l'I Quotidien.
Le parquet requiert entre 4 ans et 5 ans de prison ferme. Salton pour les Diack, écrit Libération. L'IAAF et l'Agence mondiale antidopage réclament 42,4 millions d'euros. Le CIO veut le franc symbolique. Direct News de se demander pourquoi Wade ne s'est-il pas constitué partie civile. En effet, en affirmant devant la justice que les sommes reçues de la Fédération russe lui avaient servi entre 2009 et 2012 à financer l'opposition à Abdoulaye Wade lors de 3 scrutins majeurs, Lamine Diack a allumé un incendie qui n'en finit pas de se propager au Sénégal, indique Direct News. Les Diack démolis complètement avec les réquisitoires de feu contre l'ancien patron de l'IAAF et de son fils, selon Les Échos. Diffusion de fausses nouvelles, Cheikh Yérim Seck, inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Stade, le quotidien du sport, titre ce matin sur Coupe d'Italie, premier trophée majeur à Naples. Koulibaly triomphe devant Ronaldo. Le défenseur sénégalais savoure le succès. Stade parle également de la Liga avec la quête de victoire dans le sprint final. Le Real sous pression face à Valence ce jeudi. Terminons par Sunu Lamb. 2005-2016, Aziz Ndiaye met fin à sa carrière. J'arrête la lutte ma passion contre mon gré. Aziz Ndiaye d'ajouter « Je conseille à Alioune Sarr de quitter le CNG ». Et il conclut par « En 2013, j'avais eu 1,1 milliard en sponsoring ». C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Après la reprise annoncée des cours pour le 25 juin prochain, le gouvernement fixe aussi de nouvelles dates pour les examens. 20 août pour l'entrée en 6e et le CFE, 14 septembre pour le BFM, le baccalauréat prévu le 2 septembre. Toutes les dispositions seront prises pour une bonne reprise, mais de nouveaux défis restent à relever, notamment la prise en charge sanitaire et l'appui psychosocial des élèves enseignants en cas de contamination. Cette reprise qui ne sera pas une partie
partie de plaisir, avertit la COSYDEP. À Thiès, les acteurs émettent des craintes. Le dispositif n'est pas au rendez-vous. Les mesures barrières loin d'être respectées. Pas d'inquiétude à se faire, selon le président du collectif des chefs d'établissement de Kolda. Pendant ce temps, le bilan de l'épidémie s'alourdit. 3 nouveaux décès annoncés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 5475 cas diagnostiqués positifs à ce jour. Dans ce journal, il était également question de la mort de 3 soldats tués par une mine anti-char. C'est à Ziguinchor. Le Centre national anti-mine du Sénégal regrette son coordonnateur, le colonel Barham Thiam, affirme qu'une superficie de 2 900 000 mètres carrés sont déminés et les opérations se poursuivent. Sur l'international au Burundi, le nouveau président Evariste Ndayishimiye a prêté serment ce matin et prend officiellement la tête de l'État pour un mandat de 7 ans. La revue de presse de Habs Ilmalouane a complété ce journal. Merci de l'avoir écouté. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Maodo Faye pour le journal Wolof. Sud FM, toujours copié, jamais égalé. 98.5, Dakar.